Hey gang, comment ça se passe? J'espère que vous allez bien. Fait beau, fait chaud. J'espère que vous n'entendez pas cette phrase-là pendant que vous êtes à la pluie battante. Parce que moi, je vous parle, on est le 20 juin, c'est bientôt la Saint-Jean. Bonne fête du Québec, les amis. J'espère que vous êtes en train de ou que vous avez profité de cette longue fin de semaine. Il y en a une autre qui s'en vient avec la fête du Canada. C'est vraiment le début de l'été. Cette semaine, au podcast, je suis avec Simon, notre habituel deuxième co-host qui anime. Et on rencontre un gars vraiment intéressant, un pro de LinkedIn. Il fait son business sur cette plateforme-là en majorité. Il se présente comme un directeur des communications freelance. C'est également un formateur et coach LinkedIn. On parle ici de Max Laramé. Je vous suggère hautement d'aller voir ses posts LinkedIn. On parle de quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, qui ne se gêne pas pour dire son opinion, mais qui sait vraiment bien comment faire passer ses points et ouvrir des belles discussions. D'ailleurs, ses posts ont souvent des dizaines et des dizaines de commentaires. En plus, il est nouvellement papa. Félicitations encore une fois, Max. Je ne peux pas encore dire comment c'est de manier la vie de parent à l'entrepreneuriat, mais je suis certain que c'est pas toujours facile. Dans tous les cas, en fait, c'est jamais toujours facile. On en parle dans le podcast. On parle de branding personnel. On parle de LinkedIn. On parle du concept de coopétition. Vous allez en apprendre plus sur ce concept-là dans le podcast et des différences. On parle aussi des différences entre le Québec et la France. Bref, un réel délice d'épisodes. Sans plus tarder, je vous laisse à votre écoute avec Max Laramé. Bonne écoute. T'es nouvellement papa, c'est ton enfant, tu me disais juste en entrée de jeu qu'il avait 5 mois. Comment ça se passe, t'as-tu pris un congé de paternité? T'as-tu réduit tes heures? Comment ça se passe, ce début de Bah, paternité? bah, tu sais, je suis entrepreneur, fait que les congés, c'est une notion un peu particulière là, mais j'ai freiné sur le travail, ouais. Je prends du temps pour moi. J'ai quelques gros clients que j'ai eu sur la période, tu sais, les premiers mois de mon enfant, fait que j'ai pas mal capitalisé sur ça et puis j'ai arrêté. J'ai pas forcément cherché à prospecter ou à chercher de nouveaux clients. J'ai vécu sur ceux que j'avais. Et puis j'ai aussi deux, trois autres trucs, tu sais, qui me font un peu d'argent à côté, fait que j'arrive à subsister comme ça là. Comment ça se passe être père? Comment t'as vu ça après 5 mois? Oh, c'est super cool. C'est super, et surtout peut-être avec ma réalité d'entrepreneur, là, ça veut dire que je peux profiter à peu près tous les moments. J'ai pas mal été là pour tous ces premiers moments, tu sais, genre, fait que c'est quand même super cool. Je me dis, c'est une grosse richesse aujourd'hui qu'on a de pouvoir faire ça, enfin que j'ai de pouvoir faire ça, tu sais, et de pas avoir aucune obligation. Puis c'est pour ça que j'ai commencé l'entrepreneuriat, hein, enfin, je veux dire, la raison principale, c'est la liberté. Puis là, je l'ai vraiment ressenti. J'aurais pas pu la ressentir plus que là maintenant, quoi. Ouais, c'est Pa- clair que par- la flexibilité Vas-y. c'est clair que la flexibilité, c'est un atout au lifestyle et que là, ça se démontre particulièrement, depuis la COVID, là, avec même, tu sais, les employés de tout niveau qui veulent travailler à distance, qui veulent plus rentrer en Mmh. bureau. Toi, c'est quoi que tu as vraiment poussé dans l'entrepreneuriat? Bah, c'est en partie ça, là. C'est vrai que moi, enfin, ça fait longtemps déjà que je suis comme pas mal adepte du télétravail. J'ai dû commencer en 2017-18, tu sais, à demander ça de plus en plus régulièrement à mes employeurs, là, à l'époque où j'étais employé. Puis, mais même, en fait, j'ai quand même du mal avec les règles et puis tu sais, les cadres et puis les obligations. Puis, tu sais, fait que là, je suis quand même pas mal, j'ai l'impression que j'ai pas mal trouvé mon rythme. Après, c'est pas forcément, tu sais, moi je suis pas de la team freelance, c'est les rois du monde, puis les salariés, je suis pas du tout de cette team-là parce que tu sais, les salariés ou dans le salariat, il y a pas mal d'entreprises aujourd'hui qui commencent à se mettre dans ce mood-là, tu sais, à proposer ce genre de liberté, à se proposer ce genre de flexibilité là. Puis pour moi, c'est juste ça le problème, tu vois. Je pourrais très bien être salarié là, ça me pose pas de problème. Juste que moi, le 9 to 5 et puis ce genre de truc-là, j'ai vraiment du mal, tu sais. Je vois pas pourquoi, enfin, moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi on doit travailler de 9 heures à 5 heures avec une heure de pause à midi, tu vois. Je comprends pas la logique. Moi, je travaille super bien par bloc de 2 heures, voire moins. Ça dépend de ma concentration. Et après, il faut que je m'arrête. Il faut que je m'arrête une heure, il faut que je m'arrête une heure et demie, fasse autre chose. Après, je recommence. Je fais un autre bloc de 2 heures, puis après, j'arrête à nouveau. Je fonctionne comme ça et je vois pas pourquoi. Tu vois, c'est pas, on n'a pas le droit de travailler, enfin, selon notre rythme à nous, tu vois. Je pense que ça fait plus de mal que de bien, tu vois. Mais donc en gros, ça c'est la raison principale qui m'a poussé à faire l'entrepreneuriat. Et puis après aussi pour m'amuser un peu, puis faire exactement ce que j'ai envie de faire.
Écoute, là tu es entrepreneur, mais tu as plusieurs chapeaux. Là, quand je regarde, c'était une agence, t'es un one-man agency presque, entrepreneur, créateur de contenu, copywriter, t'as ton branding personnel. T'as- comment tu portes plusieurs chapeaux de même? Bah, c'est pas tant, honnêtement, c'est juste mon métier, quoi. C'est-à-dire que moi, je viens du marketing. Avant ça, j'étais, head of marketing ou tu sais, j'étais toujours plus ou moins responsable des départements marketing dans les entreprises où j'ai travaillé. Fait que c'est pas mal ce que j'ai fait toute ma vie depuis 12 ans, là. Tu sais, c'est comme la création de contenu, du réseau social, des campagnes marketing, voilà, j'ai pas mal touché à tout. Et aujourd'hui, je t'avoue que je suis quand même pas mal focusé mon expertise sur LinkedIn ou les réseaux sociaux, excuse-moi. Aujourd'hui, là, depuis la rentrée, en fait, j'ai mis une nouvelle offre en place, j'ai mis du branding pour les entreprises. Donc là, j'accompagne les boîtes à créer leurs identités de marque, etc., etc. Mais voilà, donc c'est quand même porter toutes les casquettes, oui, mais en même temps, c'est mon métier, tu vois, c'est ce que j'ai toujours fait. Je suis un peu un généraliste, en fait, en marketing. J'ai goûté à partir du début. Tu viens de mentionner justement que tu as été directeur marketing, tu as fait un petit peu de développement des affaires, si je me trompe pas aussi. Tu fais de la musique, tu es dans un band, tu chantes, tu en fais beaucoup. Parle-nous de ton parcours du début quand tu commences à entrer dans le monde du freelance. Ouais, ben ouais, la musique, c'est de l'histoire ancienne. Ça fait quelques années que c'est fini, c'est derrière moi. Mais ouais, en gros, j'ai commencé moi j'ai fait des études en marketing digital là. Et puis j'ai commencé j'ai travaillé en gros pour des gros groupes, des plus petits, des startups ou des multinationales. Tu sais, j'ai fait les deux. J'ai fait effectivement un peu de développement des affaires, mais attention, hein, pas développement des affaires un peu classe, comme j'ai fait du commercial porte à porte là. Tu sais, j'étais un commercial, un VRP à l'ancienne. Tu vois ce que je veux dire? Je tapais aux portes des gens puis j'essayais de vendre des trucs. Ça, je l'ai fait. D'ailleurs, ça a été une super formation dans mon parcours. C'est un des premiers trucs que j'ai fait, mais ça m'a complètement débloqué pour plein de raisons. Je suis quelqu'un de plutôt introverti, malgré ce qu'on peut penser en lisant mes contenus peut-être ou en me voyant sur internet, mais je suis quand même pas mal introverti à la base. Puis cette expérience de taper aux portes d'inconnus là à longueur de journée, ça m'a complètement changé. Puis ça a complètement je pense, en vrai, là, c'est une de mes premières expériences, mais je pense que c'est celle qui m'a apporté le plus. Euh, Autant sur le plan personnel que professionnel. Après ça, j'avais plus peur de rien. Là, je pouvais aller parler à tout le monde. Les entretiens, c'était une blague. Enfin, c'était vraiment, ça m'a vraiment changé. Donc oui, j'ai fait ça. Je sais pas si on peut appeler ça du développement des affaires, mais en tout cas, j'ai fait du commercial. Après, j'ai travaillé un peu en Angleterre. J'ai passé un peu de temps aussi aux États-Unis. Donc j'ai pas mal découvert différentes manières de bosser ou puis différentes cultures là, tout juste là. Et puis je suis arrivé, j'ai effectivement fait de la musique longtemps en fait, dans toute ma vingtaine, ça a été une de mes priorités. Juste après mon master, quand j'ai eu ma maîtrise, j'ai un peu lâché le travail et je faisais de la musique en priorité. Puis derrière, j'avais aussi deux trois petites missions justement de commercial, porte à porte. J'ai vendu plein de trucs. J'ai vendu des journaux, j'ai vendu des abonnements au journal. Je veux dire, j'ai vendu des pièces de monnaie de collection. J'ai vendu plein de trucs super weird comme ça. Et, euh, et donc, ouais, sinon, je faisais de la musique. On a fait quelques tournées européennes, tout ça. C'était hyper le fun. Puis, un jour, je me suis demandé, voilà, qu'est-ce que je dois. Enfin, c'est pas hyper stable, tu vois, cet univers-là et la vie que j'avais et tout ça. Puis, je me suis dit, bon, ok, il faut peut-être que je réfléchisse à après, là. Et puis, du coup, c'est là que je suis arrivé au Canada. J'ai commencé par trouver un stage à Drummondville. Donc, je suis parti. Moi, je suis arrivé au Québec. Je suis arrivé à Drummondville en pleine De, province. de la France, de Londres à Drummondville. Let's go! Exact, ouais, exact. Ça a été un petit choc. Puis, petit choc, mais j'ai quand même aimé, hein, attention, parce que j'ai trouvé ça super cool parce que j'ai découvert le vrai Québec, que tu sais, tu retrouves pas forcément à Montréal. C'est pas vrai, hein, c'est pas pareil. Fait que ouais, j'ai quand même bien aimé ça. Je suis resté 6 mois, je suis revenu à Montréal. Puis après, là, j'ai eu plusieurs jobs, j'en ai eu trois, dont deux pour des groupes français. Et puis en 2010, enfin en 2021, fin 2021, j'ai commencé
à en avoir un peu marre, tu vois. Je trouvais que j'avais acquis l'expérience nécessaire, tu vois. Je commençais à connaître mon métier. Parce que ça aussi, c'était important pour moi de pas me lancer. Je me serais pas vu entrepreneur comme les jeunes aujourd'hui. On a beaucoup, tu sais, des jeunes, des vingtenaires ou quoi, qui se lancent. Alors autant je respecte, hein, mais autant moi, je me serais pas vu faire ça parce que je pense que j'avais besoin de faire mes armes aussi, puis de voir plein de trucs, tu sais. Et voilà, rendu à 28 ans, tu sais, enfin à la trentaine, je me suis dit, bah, ok, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire dans le salariat, puis je vais me tenter l'entrepreneuriat. Voilà pourquoi j'ai commencé sur ce terrain-là. C'est hyper cool. Là, tu as touché à tout plein de sujets que j'ai tout plein de questions à venir à propos de ça. Mais, Ouais. tu sais, tu as parlé justement du fait que tu as touché à plusieurs cultures dans ton parcours, etc. Et je pense que c'est très facile de faire des comparaisons France, Québec et aussi des comparaisons autant dans les différences que ce qui se ressemble, là. Tu sais, dans le marketing, est-ce qu'il y a des différences claires, des choses qui sont complètement alignées entre les deux communautés? C'est quoi que tu ressens? Euh, non, c'est pas pareil. Mais en fait, ça en revient un peu à toute la dimension commerciale, vente, comment on vend ici, puis comment on parle aux gens ici, au Québec, ou en France, ou en Europe, ou aux États-Unis, ou en Angleterre. Il y a des différences un peu partout dans ce truc-là. Mais si on parle de la France, du Québec, la différence la plus nette, c'est qu'en France, on est beaucoup plus rentre dedans. On est beaucoup plus direct dans notre approche, tu sais, commerciale, ou même avec des prospects, même avec des. Au Québec, il y a peut-être moins de prise de risque. Il y a aussi une certaine réticence à la confrontation des idées. Tu sais, on n'aime pas être d'accord au Québec. On n'aime pas être en désaccord. On n'aime pas le dire, en tout cas, tu vois. Que nous, les Français, j'ai l'impression que c'est un peu notre passion. On aime bien ça, tu vois. Justement, tu vois. On aime bien être pas d'accord, puis le dire, puis fighter un peu, puis tu sais, ça finit par des discussions qui sont quand même intéressantes. C'est la plus grosse différence pour moi entre les deux cultures. Enfin, celle que moi, en tout cas, celle que, dans ma réalité à moi, celle que je remarque le plus. Ici, faut être beaucoup plus doux, beaucoup plus délicat. Faut aussi accepter le ghosting beaucoup plus facilement. Tu sais, genre là, on parle pas forcément du marketing, on parle du développement commercial, mais dans le développement commercial, ici, voilà, j'ai mis du temps à l'accepter, mais je sais que voilà, si quelqu'un est pas d'accord pour il prend un call avec moi, on échange, je propose mes services, voilà, je lui dis bah voilà, tu me reviens quand tu veux. Je sais que je dois plus ou moins accepter et comprendre que bah ici, si le mec est pas d'accord, il va juste pas me le dire. Tu sais, je vais plus avoir de nouvelles. C'est du ghosting. Ici, c'est très très courant là. Tu sais, en France, on l'a aussi évidemment un peu partout. Ça existe là, le ghosting, c'est pas nouveau, mais moins. En France, le mec va plutôt venir me voir et m'expliquer, tu sais, me dire bon bah, tu sais, c'est pas pour cette fois là. Mais voilà. Et ça, j'ai eu du mal au début à m'y faire. C'est vrai que c'est quand même difficile. Faire du business au Québec, quand t'es pas du Québec, I guess, là, c'est plus difficile. Tu sais, en tant que, en ayant une culture comme la nôtre, parce que il y a aussi beaucoup de gens qui croient que France-Québec, c'est la même culture parce que on parle la même langue, tu sais, ça pourrait pas être plus faux, tu sais, c'est juste une langue, puis derrière la culture est complètement différente là. Et donc du coup, bah, tu sais, c'est aussi beaucoup d'adaptation, etc., etc. Euh, et ouais, donc c'est ça la plus grosse différence que moi je remarque, je te dirais. Je pense que les deux points que tu as nommés sont la même base de le fait d'avoir le moins de confrontation ici, puis le fait justement de ghosting et pour éviter cette confrontation-là. Exact, C'est un petit peu la même base de c'est la même c'est chose. vrai. C'est vrai qu'au Québec, on est comme ça. Ouais, ouais. Non, c'est exactement la même chose, c'est exactement le même point. Ouais. Il faut s'habituer. Après, tu sais, c'est une question de culture aussi là. Tu sais, c'est comme ça que ça marche ici. Il faut s'y faire là. Mais c'est juste une question de, ça prend quelques années pour s'y faire. Tellement Quand tu drôle. t'es- L'image que j'ai, c'est toi qui fais du porte-à-porte, qui apprend à se faire dire non toute la journée, hyper difficile à surmonter. Et là, tu Ouais, arrives au Québec, tu fais du porte-à-porte, et là, les gens ils te disent une seconde, je reviens, ils ferment la porte, puis ils te laissent là à tout jamais. Expérience exact. complètement différente. Exactement, c'est ça, c'est ça. Ou même pire, parce qu'en plus, il y a aussi une autre tendance au Québec, c'est que les gens sont gentils, tu sais, sont avenants de prime abord. Tu vois, ce qu'on a un peu moins, nous, en tant que Français, on est plus froid, tu vois. Et en fait, ça envoie des messages bizarres. Tu vois, du coup, c'est bon, c'est une bonne chose, parce que c'est quand même plus agréable de parler à quelqu'un qui sourit qu'à quelqu'un qui fait la gueule, mais ça reste que ça envoie des messages bizarres, parce que quand tu pitches à un Québécois, en général, après, je fais pas de généralité, il n'y a pas de vérité vraie, mais je veux dire, en général, ça se passe souvent super bien là. T'sais, beaucoup mieux qu'avec des prospects que j'ai ailleurs, en anglophone ou en Europe, en France, etc. C'est toujours beaucoup plus enjoué, toujours beaucoup plus gai, beaucoup plus positif. Puis quand tu sors de là, tu pars avec un a priori super positif. Tu te dis, bah ouais, je vais le signer ce client, c'est sûr. Là. Et puis, non.
Sans qu'on reste sur la tangente France versus Québec longtemps, juste Ouais, peut-être wrap ça avec une autre petite question que j'ai, qui est plus pour ma curiosité personnelle. ouais. Beaucoup de gens disent qu'au Québec, on est frileux sur le monétaire. On est frileux sur l'argent versus aux États-Unis, sont plus, à Toronto, sont plus dépensés. Est-ce que tu as remarqué ça, toi, en ayant été justement en France, à Londres, aux US, puis ici? Qu'est-ce que tu remarques ici à ce niveau-là? Parler d'argent, tu veux dire? Ouais. Le fait de parler d'argent. Je dirais que France-Québec, sur ce point-là, c'est quand même assez similaire. En France, on n'aime pas parler d'argent non plus. Tu sais, à part la Startup Nation, c'est les jeunes qui lancent des startups, puis peut-être ma génération un peu en dessous, on commence à se débrider sur ça. Et puis moi, personnellement, ça me pose aucun problème. Mais culturellement, je pense que nous deux, on est assez similaires France-Québec sur ça. On n'aime pas en parler là. Euh, Parler d'argent, mais dans un contexte d'entreprise, par exemple, vraiment, mais je pense aux US qui sont plus portés sur l'investissement, peut-être. Est-ce que ouais. c'est quelque chose qui est une notion que je pense que j'ai ou c'est quelque chose que tu as vu, toi, en étant, encore là, je regarde la France versus Québec, etc. Ah non, je le constate aussi. C'est vrai que bah, après, à l'époque, aux États-Unis, j'ai pas trop de rêves parce que j'ai pas vraiment travaillé, non pas dans le marketing, puis j'ai surtout chillé. Je t'avoue que c'était mon début vingtaine, puis j'ai surtout profité de la vie. Mais, euh, mais, euh, mais oui, dans le travail, c'est clair qu'en France, au Québec, aussi, certainement, je l'ai moins remarqué, mais en France, c'est clair on n'aime pas lâcher l'oseille, tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est quand même, autant aux États-Unis, tu vas proposer un truc, tu sais, un service qui est, parce que mes services sont relativement chers, tu sais, c'est même pas je profite pas de la situation, mais c'est sûr que c'est beaucoup, enfin, ce que je fais, ça nécessite parfois beaucoup d'heures, etc., etc. Puis j'ai quand même une expertise, fait que je la vends au juste prix, tu sais, j'estime. Donc c'est quand même cher. Donc quand j'annonce les prix, c'est vrai que souvent, je vois les expressions qui se défont un peu, tu vois. J'ai l'impression que aux États-Unis, payer cher un service à quelqu'un qui sait de quoi il parle, c'est bien, c'est une bonne chose, tu vois. C'est-à-dire que le mec, il s'estime bien, tu vois. Le mec, il se prend pas, enfin, tu vois, voilà. Et en France, c'est le contraire. En France, j'ai l'impression que dès qu'on propose des prix un peu chers ou bah, cher, en gros, ils sont justes là, mais c'est juste que c'est pas donné forcément. Bah, c'est très difficile. Puis on va souvent parler d'argent, puis on va souvent se prendre des remarques comme ah ouais, mais moi j'ai parlé à un mec qui prenait 3 fois moins que toi, pourquoi? Tu sais, mais parce que peut-être qu'il y a mon expérience, peut-être que je sais pas. En tout cas, va travailler avec lui. Si ses prix te correspondent mieux, tu sais, va avec lui. Mais ouais, on a souvent ce genre de comparaison bizarre entre deux profils complètement différents, tu sais. On cherche souvent à se raccrocher à ça dans la culture française. J'ai l'impression. Après, moi, j'ai pas fait d'études sur ça. Hein. Ça, ouais, c'est mon feeling. Mais ouais, j'ai l'impression. Et là, pour le coup, au Québec, je l'ai moins ressenti quand même ça. Au Québec, ok, on te répond pas quand ça va pas, mais on va moins discuter les prix. En même temps, c'est encore une fois cette culture de la confrontation, parce que je veux dire, négocier, c'est de la confrontation, tu vois. Ça veut dire que si quelqu'un, moi, je ne négocie pas. Hein. De toute façon, si on essaye de négocier, je vais orienter vers d'autres profils que le mien. Je vais dire, bah voilà, je connais des gars moins chers sur les mêmes services que moi, tu peux aller les voir et ça va peut-être mieux t'aller là, mais je négocie pas. Mais globalement, ici, ça m'est jamais arrivé, même qu'on essaye au Québec. Donc, je C'est pense qu'il y a une intéressant. Ouais. Ouais. Ou alors je suis tombé sur les bonnes personnes, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est un phénomène plus franco-français. Ouais, mais t'apportes un bon point à la fin qu'au Québec, je pense que les gens, euh, ils se raccrochent vraiment à des individus. Ils veulent faire affaire avec toi et c'est Mm, pas, ils veulent faire affaire avec ta business nécessairement. C'est comme, ils ont vu ton contenu, ils ont appris t'es qui à travers ça, puis ils veulent faire mm, affaire avec toi. Donc le prix, c'est comme secondaire peut-être comparé exact. à des transactions. T'amènes un bon point. Et c'est vrai que ça tout à l'heure, je l'ai pas dit, mais il y a aussi ça qui joue beaucoup. C'est le côté humain, le côté communication plus tournée vers le positif, plus tournée vers. Tu sais, c'est très. Au Québec, ça joue beaucoup aussi. Alors, pour être tout à fait transparent, moi j'ai beaucoup plus de clients en Europe. Hein. Pourtant, je suis au Québec, mais le Québec, c'est secondaire dans mon business. Parce que, et c'est facile, je l'explique assez facilement, c'est parce que j'ai un ton et j'ai une présence sur les réseaux sociaux que j'utilise pour faire du démarchage. Et c'est en gros, c'est là que je trouve mes clients, qui est beaucoup trop agressif pour le Québec. Donc en fait, je pense que j'ai du mal à me faire des clients ici parce que je suis un peu trop rentre dedans, je pense aux yeux. Alors que après, quand je travaille comme tout le monde, tu vois. Et je peux aussi faire des communications très, très positives, très gentilles, et très voilà. Mais en même temps,
dans ma communication, je suis tellement virulent, je te dirais, que j'ai du mal à convertir. Que je vois des potes à moi qui font à peu près la même chose, qui sont québécois, qui ont des communications très lisses, pas dans le sens péjoratif du terme, lisses dans le sens il n'y a pas trop de prise de risque et en même temps c'est une stratégie, c'est calculé, c'est fait exprès, ils veulent pas parce qu'ils savent que ça marche comme ça ici. Et ça, localement, ils ont beaucoup plus de réussite et d'exposition que moi. Alors que moi, je chope toute mon exposition et même sur LinkedIn, etc. C'est beaucoup de Français, par exemple, tu vois. C'est drôle. Parce que c'était pas une volonté de ma part, c'était pas calculé, ça, tu vois. Ça m'est tombé dessus quand je me suis lancé. Ouais, intéressant. Euh, Sortons de cette tangente-là qui est Transversus Québec. On t'a pas invité pour ça. On veut ton Ouais. expertise aussi sur ce que tu fais, mais juste pour Ouais. repartir, puis après ça, on rentrera directement dans ce que tu fais aujourd'hui. Qu'est-ce qui Ouais. t'a fait te lancer en entrepreneuriat? Puis t'as-tu fait, quand tu t'es lancé, tu t'es dit, t'as-tu fait le classique de je me lance, puis il arrivera ce qui arrivera, ou t'as-tu fait une liste de pour compte? Comment ça s'est passé? J'ai pas fait de l'histoire, hein, là. Non, je me suis dit un jour, je vais commencer, enfin, j'ai quitté ma job de l'époque, en bon terme, hein, ils ont bien compris ma logique, etc. J'ai quitté la job, j'ai pris 2 mois, et au bout de 2 mois, j'ai posté mon premier post sur LinkedIn et j'ai dit, OK, advienne que pourra. Et puis voilà, aucun plan, aucun business plan, aucun truc comme ça. Alors ça, je suis très bon pour le faire pour mes clients, mais pour moi, pas du tout, je suis plus en mode je me lance, puis on verra bien où ça va me mener, puis j'itère en allant. J'améliore en allant, je crée des nouvelles offres en allant, j'enlève des offres parce que je vois que je les vends pas assez, j'arrête, j'en crée d'autres, j'essaye. Voilà. Je fais des tests, mais je prévois pas grand chose, j'y vais vraiment avec le flow. Là, aujourd'hui, tes clients, ça ressemble à quoi? Parle-nous, mettons, de ton top 3-5 clients. Bon, Ton top 3 à 5 clients. En ce moment. bah ça ressemble à, en gros, là récemment, j'ai surtout accompagné des entreprises avec leur branding, donc ça m'a fait plaisir, c'est cool parce que c'est des services que je vends aussi beaucoup plus cher, donc moi ça me permet aussi, bah, ce que je te disais, hein, vu que j'ai eu le bébé, ça a été aussi une occasion c'est des services que je vends plus cher pour pas forcément beaucoup plus d'or, mais c'est quand même beaucoup plus stratégique, donc tu sais, c'est un package qui forcément, alors c'est pas cher quand on compare avec des grosses agences marketing qui te font ça, on est d'accord, mais moi, ça me fait bien tourner. Donc, j'ai accompagné là, je viens de créer une marque qui devrait sortir d'ici un mois. Et puis, ça me permet aussi de faire pas mal d'upsell, ce genre de choses. J'accompagne une marque pour faire son branding. Puis derrière, ils ont besoin de mettre en place une stratégie. Puis, je peux aider à ça aussi. Et puis, potentiellement, dans la stratégie, souvent, je parle de LinkedIn ou des réseaux sociaux parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même enfin, c'est hyper important dans le développement commercial, puis dans sa prospection, etc. Donc, évidemment, j'en parle dans la stratégie que je leur mets sur pied. Et puis forcément, je peux aussi le faire, ça. Donc, je peux aussi revendre par derrière des formations LinkedIn, des choses comme ça. Alors, c'est pas malhonnête, hein, s'il y a un client, je sais que c'est pas pertinent pour lui, jamais je vais aller essayer de lui proposer un truc. Moi, j'y vais vraiment avec le marché, le besoin du client. Mais voilà, c'est clair que sur ce genre de choses, ça me permet de faire de l'upsell, c'est intéressant. Euh, Là, j'ai aussi des clients que j'accompagne en personal branding sur LinkedIn. Donc ça, c'est pareil. Ça, c'est pour moi du gros fun. Ça, c'est juste la partie travail qui est pas vraiment du Donc, travail en là-dedans. fait. Hein? Ouais, c'est ça. Bah, c'est cool parce que en fait, je fais que parler avec des gens toute la journée. C'est du coaching, donc en fait, tu sais, je les ai au téléphone, on a une WhatsApp, on échange, on discute. J'ai 2-3 formations que je leur donne. Je les suis sur LinkedIn, je peux les engueuler s'ils font pas ce qu'il faut faire. C'est cool. Non, puis pour vrai, ça fait genre. Puis au bout d'un moment, tu commences à les connaître. Les gens, c'est des accompagnements sur 2 mois. Donc, tu sais, au bout de 2-3 semaines, tu commences à être plus à l'aise, puis ça commence à être un peu des. Moi, je les garde pratiquement en tant que pote après, tu sais, je leur parle toujours un an après, je continue à leur parler, on échange. Et ça, j'adore. Donc, ouais, ça se divise un peu entre ça et ça en ce moment. Et puis, bah, c'est pas mal ça, puisque c'est les services que je propose. Je proposais aussi beaucoup à l'époque de Ghostwriting, donc j'écrivais les postes de dirigeants. J'avais arrêté parce que je trouvais ça hyper compliqué. Le marché est pas tellement mûr et je trouvais ça hyper compliqué à vendre et ça me fatiguait. Mais là, j'ai envie de reprendre parce que justement, je suis comme là aujourd'hui, j'ai l'impression j'ai craqué le système. Enfin, tu vois, j'arrive à me dire, tu sais, j'arrive à peu près à me dire aujourd'hui quand je poste sur LinkedIn, à moins qu'il y ait un accident ou un truc que vraiment je maîtrise pas ou que je comprends pas, j'arrive à peu près à prédire la portée de mes posts, les interactions. J'arrive à le savoir à l'avance. Je fais des jeux avec ma femme où je lui dis combien de likes je vais faire, tu sais. Puis souvent c'est pas mal dedans, tu vois. Fait que je me dis aujourd'hui, je commence à être mûr vraiment sur la stratégie éditoriale en mode LinkedIn là. Donc en fait, en ayant ça en tête, je pense que je vais peut-être reproposer ces services-là finalement. Parce que je pense que j'ai fait une bêtise en arrêtant. J'ai arrêté un peu trop tôt. Et
le moment où je pense que je suis le plus pertinent pour le faire, c'est maintenant. Donc, je pense que je vais peut-être relancer la machine sur le ghostwriting. Ouais, parce que ton compte LinkedIn personnel, tu vas quand même chercher mettons, tu sais, 100 plus likes par post, ce qui est quand même très gros dans le monde du Québec, mais j'imagine la francophonie quand même, en France, il y a un petit peu plus de gens, donc ça doit être plus Mm. accessible, mais c'est quand même vraiment bien pour tu sais, un solopreneur-ish. Puis là, j'ai d'autres questions là-dessus parce que tu as parlé de branding. Est-ce que tu fais tous les éléments du branding? Est-ce que tu as engagé, tu sais, as-tu des gens en sous-traitance par rapport à ça? Ouais, ouais, moi je travaille beaucoup avec d'autres gars, hein, et moi, bah, déjà tout l'aspect visuel, c'est pas moi qui le fais. J'ai un graphic designer avec lequel je travaille. Bon après pour moi tu parles ou pour mes clients? Ben oui, mais pour accomplir tes services que tu vends aux clients. Ouais, bah, c'est moi pour mon truc perso, alors, pour la bannière et la photo de profil, j'ai fait appel à quelqu'un, mais pour tout ce qui est carrousel, tu sais, photo ou visuel, pour moi, je le fais tout seul. Et pour mes clients, dépendamment des packages. Parce que, en gros, moi, je sais toucher à Photoshop et je sais faire des trucs qui tiennent la route, tu vois. Illustrator, Photoshop, tout ça, je sais à peu près m'en servir. Et honnêtement, je fais des trucs qui tiennent la route. Donc, il y a des packages où moi je le fais. Tu sais, il y a des packages où moi je fais les bannières, les photos, etc., etc. Et puis j'ai un package premium qui est forcément plus cher où je fais appel à mon collaborateur qui est graphic designer et qui est très bon d'ailleurs. Et, et là, c'est lui qui s'en occupe. Donc, il y a un peu des deux. Vraiment cool. Et là, Ouais. je reviens à mon point initial que je me suis dérouté moi-même, là, Ouais. comme un grand garçon. Mais oui, tu fais quand même beaucoup de likes sur LinkedIn. Tu fais du contenu qui vient chercher les gens, clairement, là, pour qu'ils continuent de te lire. Mhm. Puis tu parles d'avoir craqué l'algorithme un peu de la compréhension. C'est quoi les gros points par rapport à ceux que tu penses qui sont importants dans un post LinkedIn? Bah, je pense déjà, c'est pas une logique de poste isolé, parce que ça marchera jamais. Vraiment, tu peux poster une fois tous les 6 mois puis faire un gros score parce que tu vas aller faire du pathos ou parler de la mort de ton petit chien ou whatever. Mais sur le long terme, c'est surtout la fidélité, puis la régularité, puis juste, puis pas se foutre de la gueule de ton audience, là, tu sais, être vrai tout le temps, là. Je pense que j'ai jamais vraiment triché. Alors évidemment, on enjolive, on fait du copywriting, hein, on fait des belles histoires avec parfois pas grand-chose. C'est aussi le talent du métier, bah, je dis pas que j'ai le talent du métier, mais c'est un peu ce que tous les copywriters font. C'est ça le métier, quoi. C'est faire beaucoup avec pas beaucoup. Mais du coup, mais sinon, hors de ça, j'ai jamais triché, j'ai jamais menti, j'ai jamais parlé de choses non plus pour faire du like, spécifiquement pour faire du like. Tu sais, je le sais, là, aujourd'hui, on les voit, ces posts-là, tu sais, je veux dire, en 3 lignes, tu as compris que certains posts, c'est fait uniquement pour faire de la grosse exposition. Tu sais, tous les posts un peu provoques où on te parle de j'ai 16 ans et je fais 15K par mois, ou des histoires pas, tu sais, un peu pathos, un peu triste sur ta vie privée, nanana. Tu vois, moi, je suis jamais allé sur ce truc-là parce que c'est trop facile et parce que c'est un peu malhonnête. Mais en gros, moi, ce qui explique la performance long terme, et ça, c'est ce que je dis dans mes formations, c'est surtout la régularité, surtout être honnête et pas se foutre de ta communauté, tu sais, parce que c'est quand même grâce à eux que tu vis là. C'est grâce à eux que tu existes sur les réseaux là. Donc voilà, ils sont hyper importants. Moi, je réponds beaucoup, je réponds à pratiquement tous les commentaires aussi. Je vois qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas forcément, c'est pas logique. Pour moi, c'est la plus grosse erreur sur LinkedIn et sur les autres réseaux là. Je veux dire, tu réponds à tous tes commentaires. Et si tu en as 400, bah, tu réponds à 400 commentaires, puis tu te débrouilles. Hein. Mais c'est la game, en fait, si tu postes, voilà. Et je pense que c'est ça qui plaît aussi, tu vois. J'ai jamais eu cette posture de gros créateur, tu sais, j'ai jamais eu cette posture de mec un peu suffisant qui va poster son truc et puis prendre ses likes et puis se barrer, tu vois. Non, je poste, si les gens répondent à ce que je dis ou me demandent de complémenter l'information ou me contredisent, pourquoi pas aussi, bah, tu sais, la moindre des choses, c'est que je leur réponde. Donc, je pense que ça joue beaucoup, là. Et puis T'as un fort après, branding. Vas-y. ouais. Non, j'allais dire, et puis après, il y a aussi un facteur chance. Tu sais, il y a un facteur, il y a des jours, tu te plantes et tu comprends juste pas pourquoi ça arrive. Tu sais, aujourd'hui, ça m'arrive. Et tu sais, voilà, il y a des espèces de dynamiques comme ça, tu les comprends pas. Tout à l'heure, je parlais avec mes potes qui sont aussi Anthony Joran, etc., qui sont quand même assez gros sur la plateforme aussi, etc. Et c'est mon meilleur pote sur LinkedIn. Bah, Marie Chaffard aussi, qui fait beaucoup, qui fait du bon reach. Bah, tu sais, aujourd'hui, on s'est regardé, on s'est dit fuck. Tu sais, on a fait un post là ce matin, on s'est dit what the fuck, ça part pas du tout. Tu sais, en 1 heure, tu fais 25 likes, tu dis ok, là c'est mort, c'est fini. Et tu sais pas pourquoi.
Et du coup, je suis allé faire un petit tour sur LinkedIn aujourd'hui, puis j'ai vu que globalement, le reach était un peu pété pour tout le monde. Puis j'ai dit, bon, bah, regarde, c'est comme ça. Donc, tu as aussi un facteur que tu maîtrises pas et que tu maîtriseras jamais. Hein. Faut pas, tu sais, quand on dit craquer l'algorithme, etc., c'est une notion qui est quand même un petit peu éthérique, j'ai envie de te dire. C'est bizarre parce que t'es jamais vraiment sûr. Une Ça fait notion partie des... éphémère aussi. Ouais, Ouais. exact, exact. Puis il change tellement l'algorithme, t'as compris un jour, puis le lendemain, t'as plus rien compris du tout. Mac, c'est Mm, quand même une bonne image sur LinkedIn. Tu as un bon branding personnel, dans le sens un branding personnel fort duquel tu mets de l'avant. mm, Qui est aussi, tu as beaucoup d'amis qui font ça aussi. mm. Qu'est-ce que tu vois qui est un bon branding personnel sur LinkedIn en ce moment? Comment on fait pour maximiser ça? Bah, déjà, c'est un peu compliqué parce que bon, déjà, il y a aussi beaucoup de gens, bah, tu sais, comme toi, par exemple, ou d'autres qui se lancent, mais qui sont sous couvert d'une entreprise. La game est complètement différente à ce niveau-là, tu vois. Parce que ça, c'est pareil, tu vois, c'est souvent une erreur que je constate chez beaucoup de gens, c'est par exemple brander son personal branding à l'image de son entreprise, tu vois. Alors que c'est deux choses différentes. Une marque personnelle, je vais parler en français, sinon je vais me faire disputer par l'Office de la francophonie. La marque personnelle, c'est dissocié de ta marque entreprise, puisque la marque personnelle, elle doit survivre à ton entreprise. Puis elle doit te porter ailleurs aussi. Tu vois, une marque personnelle, ça veut dire que t'es JM Lépine, ça veut dire que t'es CEO, fondateur, cofondateur de Wavency. T'es aussi peut-être demain podcaster, pour peut-être t'en lanceras un perso, je sais pas. Tu vas peut-être faire des conférences. Tu vas peut-être un jour te dire, ok, j'ai envie de me développer dans l'entrepreneuriat sur d'autres aspects, puis faire de l'immobilier ou whatever. Ça, c'est ta marque personnelle. C'est tout ce qui fait l'entrepreneur que t'es là. C'est pas juste ton entreprise. Donc en gros, bah, je prends ton exemple parce que tu es devant moi, mais ça marche pour tous les gens qui ont. Voilà. Donc en fait, ça, je pense que c'est hyper important d'avoir sa marque à soi, qui doit survivre à tes changements d'entreprise, à tes changements de projet. Elle reste la même, ta marque personnelle. Donc ça, c'est comme une marque d'entreprise, comme un vrai branding, ça survit entre 3 et 5 ans, on le sait, on a les moyennes, puis c'est comme ça que ça marche. Tu vois. Donc il y a ça, il y a la clarté du message aussi, tu vois, qui fait toute la différence, je pense, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, quand tu veux vendre ton offre, c'est la clarté du message. Je vois beaucoup trop de gens essayer d'en faire des caisses pour raconter ce qu'ils font, puis impressionner, puis mettre des mots techniques pour faire comprendre qu'ils savent de quoi ils parlent, etc. C'est de la bullshit, tu sais. Non, parle comme si tu parles à un enfant, puis là, je suis d'accord. Il faut être hyper clair comme de l'eau de roche. En un mot, je dois comprendre ce que tu fais. Ça, si c'est pas le cas, déjà, on a un problème. Et puis ensuite, après, je pense qu'il y a aussi une grosse tendance à se lisser beaucoup trop sur les réseaux. Tu sais, on a tendance à vouloir se lisser, à cacher qui on est. Bah, en vrai, on a été élevé comme ça. C'est vrai que en entreprise, tu peux jamais être toi à 100%. Tu sais. Moi, je veux dire, regarde, voilà, pendant mes tatous, là, je suis tatoué de partout. Bah, quand je travaillais en entreprise, j'avais toujours une chemise, même si on me le demandait pas, tu sais, sauf à la fin de mes dernières expériences, je commençais à être plus en confiance. Mais sinon, tu sais, même si on te le demande pas, t'oses pas vraiment parce que tu te dis, ah, tu sais, ça va peut-être déplaire au comptable qui a 70 ans. Puis tu sais, tu sais pas, tu sais. Et encore, je dis ça et ça fait un peu agiste alors qu'il y a des jeunes qui sont pareils. Ça, c'est pas vraiment une question d'âge. Mais toujours est-il, t'as ce côté où tu es obligé de jouer un rôle. Tu sais, à mettre ta petite chemise et tes petits mocassins, puis voilà, à jouer le rôle qu'on t'a donné en entreprise. Et puis aujourd'hui, je pense que ça continue cette culture, tu sais, même quand tu es entrepreneur, alors que tu n'as plus rien à prouver à personne. Là, tu as le droit d'être toi à 100%. Puis il y a beaucoup de gens qui osent pas. Et voilà, ils nous parlent comme à des robots. Ils écrivent leur post comme on écrirait une page de vente sur un site. Mais non, tu es un humain, tu as des expressions, tu as des tics vocaux, tu dis des gros mots peut-être. Bah, dis des gros mots, c'est correct, c'est pas grave. Si ça plaît pas à des gens, c'est pas tes clients idéaux, c'est rien, t'en auras d'autres des clients. Fait que, tu sais, s'affirmer en tant que personne aussi, ça fait la base d'un gros personal branding. Puis c'est comme ça que tu arrives à te faire reconnaître, tu vois, à mon avis. Tu sais, t'as le côté, ouais, lui, le mec, par exemple, Anthony Jorin, ah ouais, le bourrin là, ouais, tu sais, bah oui. Il a assumé du début à la fin sa position de mec rentre dedans, tu vois, un peu comme moi, même lui, c'est encore un peu plus. Et voilà, tu sais, bah, il est connu comme ça, il fait son business comme ça. Et il est pas en manque de clients. Hein. C'est tellement intéressant. Il y a beaucoup de layers à ça, mais c'est le fun d'écouter. Clairement, tu as une belle expertise là-dessus, puis c'est vraiment.
T'as fait beaucoup de posts, c'est quand même un bout, là. Tu parlais du million quand la dernière fois qu'on s'est rencontrés, que tu venais juste de payer. C'est que là, je sais pas si t'es rendu pas loin du 2, mais ça doit aller vers. Il doit y avoir une belle courbe de progression dans tes affaires. C'est dans tout ce que tu as posté jusqu'à date, c'est quoi? Je suis curieux de savoir juste une petite question à partir comme ça. C'est quoi ton top post en termes de likes? Le meilleur poste? Je sais pas, ça doit être autour de 1000. Mais c'est pas incroyable, hein. Et moi, c'est ça le truc qui est drôle, c'est que moi, j'ai jamais fait un seul viral. Parce que tu sais, là, tu dis, le 2 millions, ça fait un moment que je dois plutôt être proche du 3, mais parce qu'aujourd'hui, je poste beaucoup moins, je poste une fois par semaine. Je vais recommencer, là, à partir de la semaine prochaine, je vais recommencer à être beaucoup plus actif, c'est parce que là, il va falloir que je recommence à faire rentrer un peu de clients. Mais, mais en termes de like, ouais, c'est ça, moi, c'est drôle, j'ai jamais fait de viraux, tu sais. Mon pote Anthony Joran non plus, tout ça, parce qu'on fait des contenus un peu trop, on a un style un peu trop propre à nous, tu sais, c'est pas très, c'est pas facile de vendre ça à la masse, tu vois. C'est tellement, on a des mots, on a des manières de parler tellement propres à nous, un peu incisives, etc., que c'est dur. Fait que moi, mon max, ça doit être ça, 900 likes ou un truc comme ça. Et j'en ai fait C'est quoi, 3-4 des comme ça. c'est quoi les thèmes de ce 2000-là? C'est quoi le Ah, post en fait? Alors, il y en a un, c'était un coup de gueule. Et ça, forcément, ça plaît un peu. Tu sais, quand il y a du sang, les gens aiment bien. Tu vois. Les gens aiment bien quand tu. Et ça, c'est pas que sur LinkedIn, c'est partout, tu vois. Fait que j'ai fait un coup de gueule sur les entrepreneurs à un moment donné, sur les créateurs de contenu, tu sais, qui donnaient des messages un peu, tu sais, le ciel est bleu, l'eau ça mouille, tu sais, voilà. Parfois, ça vole pas beaucoup plus haut que ça, tu vois, certains contenus là, et ça m'énervait. J'ai fait un post sur ça. Ça avait fait beaucoup de likes. J'avais fait un post à l'époque aussi, ce que je ne fais jamais, et je me suis dit, tiens, j'ai envie d'écrire sur le sujet. C'est à l'époque où il y avait eu l'enjeu avec la première ministre finlandaise qui avait été poignée en train de danser là. Euh, j'ai fait un post pour dire what the fuck, tu sais, que j'en ai à foutre, moi, qu'elle danse. Tu sais, et puis, et en gros, c'était ça le message là. Et je l'avais même comparé avec Jacques Chirac. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais c'était un président français hyper connu, hyper populaire en fait, dans les années 90, fin 90, 2000. Et, euh, et, euh, et lui, c'était un bon vivant, tu sais, on le retrouvait souvent au salon de l'agriculture en train de boire des bières et manger du saucisson, tu sais. Et j'avais fait un parallèle entre les deux, et j'avais justement, hein, je visais les Français, hein, sur ce poste-là, je visais clairement, parce que je leur disais, ok, mais ça vous choque pas. Le bon vieux Jacques qui boit ses bières et qui repart rond, clairement, il était rond, il était bourré en repartant du salon, en ayant mangé 80 kilos de saucisson et 25 bières. Et ça nous choquait pas, mais par contre, une première ministre de 35 ans qui danse, c'est choquant. Enfin bref, ça a été un poste qui avait marché. Et puis après, pour le reste, après, honnêtement, hein, et c'est ça qui est un peu triste, mais c'est le fonctionnement de LinkedIn, c'est des conneries. C'est des mèmes rigolos, des trucs. Là, dernièrement, j'en ai fait un à 700-800 likes, là, où c'était juste un mème avec Mr Bean, tu sais, en mode, quand t'attends tes likes sur ton post. Je l'ai écrit un matin, en me levant, un dimanche, à 1 minute. Et ça m'a pris. Tu sais, parce qu'en plus, c'était du recyclage. J'avais déjà posté ce truc-là il y a quelques mois. J'avais fait 150 likes. Et puis, je me suis dit, tiens, je sais pas quoi poster aujourd'hui, mais il faudrait que je poste un truc parce que bah, sinon je disparais un peu trop de. Tu sais, faut que je maintienne une présence régulière. Et puis j'ai dit, bah, je vais reposter ça, je vais m'amuser. Voilà. Et puis j'ai fait genre pas loin de 800 likes ou même un peu plus, je sais plus. Voilà. Donc le ROI, c'est pas toujours. Sur LinkedIn, c'est particulier la notion de ROI. Ouais, c'est vrai, puis c'est drôle que justement les gens ils veulent se garder dans une boîte hyper professionnelle tout le temps, même en personal branding. Puis tu sais, je pense que tu as beaucoup parlé de l'authenticité, qui est quelque chose tu sais, on véhicule beaucoup chez Wavency aussi. Mm. Mais soit du personal branding, puis aussi se représenter en tout temps comme ça en ligne, ça amène à une certaine pression personnelle, un peu comme les premiers ministres là, que tu sais, se font taper dessus pour avoir dansé. C'est Mm. quelque chose de tellement humain. Toi, tu dois quand même avoir un certain stress par rapport à tout ça. Comment tu vis ça? Bah, c'est pas forcément toujours facile, c'est vrai, d'autant que moi j'ai un trouble de l'anxiété généralisée aussi, fait que, tu sais, parfois à gérer là, c'est vrai que la pression des réseaux, c'est pour ça à un moment donné que j'ai aussi freiné parce que, tu sais, pendant, presque un an, j'ai posté tous les jours, vacances, pas vacances, week-end, pas week-end et cetera. Tous les jours, je postais un truc, puis, ça brûle vraiment là,
à un moment donné, je pense que j'étais pas loin du burn-out encore une fois, tu sais, comme j'en ai déjà fait avant dans le salariat, puis je me suis dit, oula, faut freiner parce que. Et bah, j'ai profité, ça a coïncidé un peu avec l'arrivée du bébé, etc. Fait que là, j'ai commencé à freiner sérieusement. Et mais ouais, c'est stressant parce que en plus, bah voilà, ça m'arrivait encore hier. Hein. Tu sais, t'as des gens qui sont vraiment très néfastes sur LinkedIn. Et il y a encore, c'est gentil. Je sais pas si vous êtes sur Twitter, mais Twitter c'est l'autre game. Mais sur LinkedIn, les haters, ils sont mignons, mais parfois quand même, tu sais, ça peut, ça peut te gâcher une journée. Tu vois ce que je veux dire? Fait qu'il y a quand même énormément de pression. Il y a des pressions de résultats. Parce que bah, tu sais, aujourd'hui, aujourd'hui, je m'en fous parce que tu sais, je commence à comprendre le fonctionnement et je sais qu'on contrôle pas tout. Mais il y a 6 mois, un post comme j'ai fait aujourd'hui, là, j'aurais été en stress, tu vois, parce que tu sais, j'ai gâché un post, j'ai pas fait d'exposition, c'est nul, je suis mauvais, pourquoi? Non, non, j'arrête, tu sais, genre, c'est quand même, ça te stresse pour de vrai, puis t'es vraiment comme touché par ça, alors qu'en fait, faut pas, c'est quand même con, parce que c'est juste un réseau, puis ça marche pas, c'est pas grave, là. Mais ça, c'est long de le comprendre, puis il faut se le rappeler tous les jours. C'est pas quelque chose que tu as inné, je trouve. Enfin, tu sais, en plus, quand tu es un peu compétiteur, tu veux toujours tout casser, là. Mais des fois, tu casses pas tout, faut l'accepter. Mais ouais, du coup, c'est une pression constante. Et puis moi, je te dis, la pression que tu as aussi quand tu commences à faire des interactions un peu plus larges, c'est les haters, là. Enfin, attention, hein, je mets pas tout le monde dans la même catégorie, mais les haters, c'est vraiment des haters. C'est le gars dont j'ai posté la capture d'écran aujourd'hui. Je sais pas si vous l'avez vu, mais ça, c'est un hater. Ça, c'est violent et c'est des mots qui ont rien à foutre sur un réseau professionnel, tu vois. Après, le mec, il m'a insulté de petit con, il m'a dit que j'avais des problèmes psychologiques, il m'a dit que j'étais égotique, il m'a dit que dans un même post, hein, j'en ai pris pour 5 ans. Et tu vois, et sans aucune raison, parce qu'en plus, le post en question sur lequel il a commenté, c'est hyper lisse. Tu sais, il est hyper. Au contraire, je dis que je vais ralentir sur le troll et parce que j'aime bien un peu aller taquiner les gens là. J'ai dit que j'allais ralentir sur tout ça pour me focuser sur ma business, ça. Et le mec, il me sort ça. Tu sais, t'as des gens comme ça, et ça, c'est pas toujours facile à gérer quand tu débutes, ou quand t'es vulnérable, ou quand t'es un peu plus jeune. Tu sais, aujourd'hui, moi, je comme 34 ans, j'en ai vu passer là. Mais tu sais, c'est dangereux là. Pratiquement dangereux, des gens comme ça. Comment tu gères ça aujourd'hui, c'est l'argumentation? Ces gens comme ça là, ces gens-là, tu sais, quand c'est extrême à ce point-là, parce que quand c'est des gens qui me contredisent, c'est pas des haters, ces gens ne sont pas d'accord avec moi. Même s'ils sont un peu vindicatifs dans leur manière de me le dire, tu sais, tant qu'ils insultent pas et qu'ils sont pas dans leur rabaissement et qu'ils sont pas sur et qu'ils me jugent pas personnellement, tout ça, bah, là, moi je leur réponds puis on échange. Tu sais. Euh, Si je sens que la discussion se ferme et qu'ils sont vraiment bloqués sur un sujet, j'arrête de répondre, tu sais, parce que je sais que c'est perdu. Mais des gars comme lui là, comme hier, donc des gars qui t'attaquent vraiment personnellement sans aucune raison, sans me connaître, sans rien, des gars ils sont juste frustrés. C'est eux qui ont un problème, c'est pas moi là, c'est lui qui a un problème manifestement. Bah lui j'ai bloqué directement, parce que je savais que qu'est-ce que tu veux que je réponde. T'sais. Si je réponds, je vais l'insulter. C'est obligé, je vais aller sur le même terrain que lui. C'est pas intelligent, tu vois. C'est pas intelligent parce que je sais qu'un mec comme ça, je pourrais pas. Non seulement je pourrais pas lui faire entendre raison parce que manifestement il me déteste. Et en plus de ça, je sais que moi, je vais m'emporter. Et pour ma marque personnelle, c'est mauvais aussi. Moi, je veux pas passer pour ce mec-là. C'est pas intelligent. Donc, j'ai supprimé directement et je l'ai bloqué. Voilà. Puis, ça m'a permis de faire un post, ça m'a donné une idée, tu vois. Pourquoi pas. C'est nice que tu as recyclé ça en contenu positif. Quel Gardant, optimisme, quel positivisme. yes, gardant l'angle un peu plus positif, là, tu parles de coopétition sur LinkedIn. Peux-tu nous expliquer ce terme et comment toi tu rentres là-dedans? Alors, ce terme, c'est pas du tout de moi, c'est de Dave Cameron, qui est un entrepreneur qui est quand même relativement connu au Québec, fait que je pense que vous connaissez peut-être de nom au moins. Et bah, je pense que tu étais peut-être là. Attends. Ah non, il était pas là, je pense, à la soirée. Tu sais, on avait fait une petite soirée entrepreneur, JM. Ouais, Dave était pas là, mais Et je le connais bien. ouais, On s'est croisés dans Stratégie PME. D'ailleurs, Simon, tu l'as vraiment vu dans Stratégie PME. Faudrait que je l'invite au podcast, d'ailleurs. ouais, ouais, ça ferait du sens. Et ouais, en tout cas, c'est de lui, ça, en fait. Et c'est l'aspect. Et j'ai trouvé ça, voilà, j'en ai parlé une fois ou deux parce que j'ai repris son expression, mais rendons à César ce qui est à César. Mais du coup, ça veut dire, bah, tous mes potes sur LinkedIn, là, tous mes amis, tous les gens avec lesquels je suis les plus proches, ils font exactement comme moi. Tu sais.
c'est des compétiteurs directs. Tu sais, il y a même pas de. Et pour autant, on s'entend bien et c'est avec eux qu'on échange, c'est avec eux qu'on se raconte l'histoire et qu'on s'envoie, tu sais, parfois des captures d'écran de poste un peu what the fuck, tu sais, sur nos groupes, sur WhatsApp, whatever. Tu sais, puis donc en gros, c'était compétiteurs, mais en même temps, c'était meilleurs potes là. Donc en fait, la notion de compétition sur LinkedIn ou quand t'es entrepreneur, elle est complètement différente tu sais, de celle qu'on peut connaître dans les entreprises, dans le monde de l'entreprise. C'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus de l'entraide aussi. Tu sais, comme je disais tout à l'heure aussi, moi, je recommande souvent d'autres entrepreneurs quand, par exemple, il y a une friction sur le prix, sur mes prix, par exemple. Bah, je recommande souvent d'autres entrepreneurs, tu sais, que je sais travaillent pour un peu moins cher, etc. Et puis, ça me fait pas mal au cœur, tu sais. C'est-à-dire, je les laisse partir et ça, eux, ils vont trouver un bon client et puis ça va rentrer dans leur budget, puis tout le monde est content, tu vois. Puis l'inverse est vrai aussi. Tu sais, on se réfère des gens, voilà. C'est... Puis parfois, je perds aussi, c'est aussi arrivé une fois que je perds d'un client sur lequel j'étais sur un deal avec, et là, c'était presque fait. Et finalement, il est parti avec un pote à moi. Et tu sais, on se l'est dit, on en a rigolé après, tu vois, parce que bah, j'avais une différence de prix, tu sais, qui l'a motivé. Mais tu sais, en arrière-boutique, on se parle beaucoup, fait que tout ça, on le sait, tu vois, c'est rigolo. Les clients s'en doutent pas forcément, mais c'est un tout petit monde hein, quand même. Et, LinkedIn, là, c'est vraiment un tout petit monde, fait que c'est drôle. J'avais entendu sur un podcast MrBeast parler du fait que justement, MrBeast qui est un grand YouTuber, Ouais, que probablement, bien sûr. que tu connais probablement, oui, il disait que au début, entoure-toi de monde, et au début, et n'importe qui, en fait, entoure-toi de gens qui font exactement ce que tu fais parce que vous allez pouvoir share les mêmes problèmes puis avancer plus vite à la gang. Parce que si je suis tout seul puis que j'ai 5 ans pour avancer, mais c'est sûr que si j'ai 4 autres personnes puis que j'ai 5 ans là pour avancer quand même, mais je vais avancer plus vite parce qu'il y a des problèmes que je rencontrerai pas parce que je suis déjà averti que ces 4 autres personnes ont vécu avant moi. Moi, je leur ai filé comme ça puis on avance comme ça. Est-ce que tu as Ouais. cette impression-là que ça fait un petit peu ça? 100%, 100%. Et c'est même pas que ça, c'est aussi juste vider son sac en parlant à des gens qui vivent la même Oui, chose que toi. Tu sais, comme aujourd'hui, je te disais, aujourd'hui, je vois manifestement le reach sur LinkedIn, il est tout pété. Bah, tu sais, c'est juste rassurant de parler à d'autres puis de se dire, ah ouais, bah, pour toi aussi, ouais, ok, tu sais. Genre, c'est important. En fait, c'est ces espèces de collègues qu'on n'a pas. Tu sais, il y a cet aspect-là qui est un peu. Et d'ailleurs, il y a un truc super cool qui a été mis en place par une fille d'ailleurs, que j'ai coachée à l'époque et qui s'appelle Nathalie d'Europe et qui a mis en place elle a mis en place un bureau, comment on dit, tu sais, comme sur Gather, là, tu sais, des oui, bureaux. oui, oui. Un genre de Ouais, bureau virtuel dans un ouais, exactement, exactement. pseudo-métavers. Exact, un coworking virtuel, tu vois. Puis elle vend des places, elle vend des entrées. Tu prends un bureau à l'année ou au mois ou whatever. Puis tu sais, t'es tous les jours là-bas. Et en fait, il y a des événements qui sont organisés. Il y a les postes café. Donc tu peux aller marcher vers quelqu'un puis prendre une pause avec lui café. Tu sais, c'est pas cher, hein, c'est hyper accessible. C'est genre une quarantaine d'euros par mois, comme ça. Puis ça te permet quand même de casser cette espèce de solitude. Alors c'est vrai que t'es toujours tout seul physiquement, mais ça te permet d'aller rencontrer d'autres gens, puis d'aller au café. Tu vas les croiser à une table, tu dis, ah, t'as 5 minutes pour prendre un café, tu prends un café, tu discutes. Oh, Dieu! C'est cool. Tu sais, je trouve ça C'est hyper cool vraiment comme bien. idée. Ouais. Et je pense que ça peut marcher son truc parce que il y a un besoin sur ça. Et c'est en fait, c'est ce qu'on fait tous les jours avec nos groupes WhatsApp tu sais, sur le téléphone, etc. En général, tu sais, moi, je veux dire, alors, attention, hein, quand je dis ça, c'est pas des pods, hein, j'ai jamais fait de pods de ma vie, mais t'es sur un groupe et puis t'as deux, moi, mon groupe, c'est par exemple, c'est que Marie et puis Anthony, tu sais, on est que trois là, mais on se connaît bien, puis on se fait des jokes, on se partage des contenus des fois et qu'on trouve un peu what the fuck, on se les échange, on rigole, on se partage un peu nos performances du jour, on regarde ce qui se passe sur LinkedIn, bah, c'est Ouais. tout ça, ça permet juste voilà, je te dis, c'est comme des collègues, plutôt Mais que des compétiteurs. l'aspect ventilé est la raison pourquoi moi je me suis associé parce que le fait d'avoir personne sur lequel je share pas les mêmes problèmes que ma copine, que mon père. Ouais, Fait que quand que je te parle de ces problèmes-là que je vis avec un client, c'est comme tu vas m'écouter parce que c'était par bienfaisance, parce que tu m'apprécies et tout. Sauf que tu peux pas embarquer avec moi. Tu peux pas comprendre à quel point je suis fâché parce que ouais, t'as pas cette perspective-là ouais. de ce que je connais. Fait que d'avoir quelqu'un qui vit la même chose que toi ou semblable, pouvoir ventiler, c'est tellement important. Bah oui. Non, mais c'est capital. Et c'est pour ça, toute la notion de compétiteur dont parle Dave, bah, c'est vraiment ça, je pense. C'est le fait que oui, non, c'est des compétiteurs et en même temps, c'est des collègues. Eh,
Et ça remplace effectivement les collègues qu'on n'a pas. Tu sais, nous, on est obligé de se créer des espèces d'écosystèmes comme ça. Alors moi, je t'avouerais que la solitude physique, elle me pèse pas du tout. Au contraire, je suis content. Tu sais, personne m'emmerde. Y a pas, parce qu'un open space, t'es embêté, je crois, toutes les 7 minutes, tu sais, en moyenne. Là, moi, j'arrivais pas à bosser en open space, tu vois. Et ça, c'était un gros problème pour moi. Moi, je suis dans mon bureau, je suis tout seul, j'ai mon chien à la limite qui vient parfois me réclamer une caresse, mais that's it. Puis ça, c'est parfait pour moi. Et puis un coup de temps en temps, voilà, j'ai un message d'Anthony ou de Marie ou d'un tel, puis sur LinkedIn aussi, puis j'ai des commentaires, on échange. Bah, ça me suffit à sociabiliser. Puis après, j'ai des amis dans la vie, tu vois. J'ai pas besoin de sociabiliser la journée, tu vois ce que je veux dire. Ça, C'est vraiment nice tout ça. J'ai le goût de partir dans quelque chose de complètement différent parce que tu as mentionné plus ouais. tôt, vite fait, que tu as quand même mis en place certaines choses là, pour ton futur à toi. Là, tu bâtis ton entreprise, ton branding Mm. personnel, mais tu as aussi deux, trois autres actifs sur lesquels tu vis. Peux-tu nous parler de ça? Bah, c'est de l'immobilier. C'est de l'immobilier. Alors jusque-là, j'ai pas trop de crédit, ni trop de je veux pas faire l'entrepreneur superstar. En vrai, c'est grâce à mon père. Donc tu sais, j'ai beaucoup été sous son aile à ce niveau-là, fait que moi j'ai des investissements immobiliers grâce à lui. Et puis, mais là, par exemple, ça c'est un gros axe de développement perso pour moi là. Moi, je veux me générer du revenu solide, juste grâce à ça, tu vois. Donc là, je regarde un peu et puis je commence à, à regarder très sérieusement pour faire un investissement personnel là, tu sais, juste en solitaire. Là, j'en ai, mais je suis pas en solitaire. On est deux ou trois dessus. C'est correct, ça rapporte quand même de l'argent, là. Mais là, je regarde pour faire du locatif à revenu. Donc, tu sais, des immeubles, tu sais que dès l'achat, en fait, tu vas pouvoir te générer du revenu. Et puis voilà, moi, le but du jeu, c'est j'aimerais me générer, j'aimerais d'ici à l'horizon mes 40 ans, donc dans 6 ans là, j'aimerais avoir, j'aimerais pouvoir me générer de manière organique comme ça 70-80 000 par an, juste de l'immobilier. Après, c'est sûr que c'est de l'argent que tu vas réinvestir probablement, hein. C'est en général ça, tu prends puis tu t'achètes un autre truc puis tu continues. Mais voilà, ça, ce serait le but du jeu. Et là, je suis sur un immeuble potentiellement que je vais peut-être acheter qui pourrait me rapporter 20 000 à peu près dès la première année. Donc en euros, je parle en euros, hein, donc 26 000 peut-être dollars dès la première année. C'est hyper intéressant. Et moi, c'est un peu ça le but du jeu, en fait. Encore une fois, dans cette logique de liberté dont je te parlais, moi, c'est ça que je veux, là. Je n'ai pas forcément vocation à travailler jusqu'à mes 60 ans, là. J'ai pas envie. Enfin, tu sais, je veux dire, j'ai pas envie, je le ferai s'il faut, mais c'est pas mon. Voilà, je suis pas un workaholic, là, tu sais. Je préfère profiter de ma vie privée. Et moi, comme je dis toujours, là, tu sais, je veux dire, je travaille pour ma vie privée et c'est pas l'inverse, tu vois. Moi, je travaille juste pour supporter ma vie privée. Si je pouvais, tu sais, moins je peux travailler et plus je peux faire d'argent, plus ça m'intéresse, tu vois. Donc c'est un peu ça que je vise sur le long terme. Euh, voilà. Après, ça dépend aussi, tu vois. Il y a pas vraiment de vérité vraie. Si demain on me contacte pour un projet hyper passionnant, hyper, tu sais, qui me parle et sur lequel, oui, je vais m'investir et je vais mettre du temps là-dessus. Moi, je suis un peu un passionné là, fait que, tu sais, je marche comme ça. Mais ouais, je veux vraiment savoir optimiser mon argent puis me rapporter de l'argent et avoir un coussin de sécurité aussi. C'est aussi un coussin de sécurité. Genre, si tu as des coups durs, tu sais que tu as toujours un peu d'argent qui va rentrer. Fait que, voilà. Et pour moi, c'est ça, être un entrepreneur aussi. Tu sais, c'est pas juste. C'est pour ça que tous les gens qui se prétendent entrepreneurs, tu sais, sur LinkedIn ou ailleurs, tu sais, c'est souvent non, tu es juste un freelance, puis tu fais juste un métier. Entrepreneur, pour moi, c'est une notion plus. Alors peut-être que c'est ma définition, hein, je connais pas la définition officielle du mot, mais pour moi, c'est plus large que ça. Pour moi, être entrepreneur, c'est entreprendre des choses, tu sais. Pas que dans ton métier, pas que dans le marketing, tu vois. Moi, voilà, moi, demain, c'est l'immobilier. J'ai aussi dans ma tête, j'aimerais bien investir dans une entreprise un jour. Alors, j'ai pas encore eu les balls de le faire parce que je suis pas tombé sur le bon projet ou je suis pas, tu sais, je suis pas encore. Et puis, ça prend un peu de courage aussi, tu sais, de se dire, bon, tu sais, je vais mettre un 10, 15, 20, je sais pas, et puis tu peux les perdre. Mais tu sais, il faut vraiment y croire. Mais en tout cas, tu vois, ça aussi, c'est dans mes actes de développement. Donc voilà, immobilier, ça pour l'instant, je suis déjà dessus, je veux le développer. Puis je pense qu'à terme, je veux aussi investir dans une entreprise ou deux. Restons dans l'argent pour juste une petite dernière question, ben petite. Pas nécessairement petite, mais je suis Ouais. curieux de savoir, toi qui est dans le monde du freelance, dans le monde du freelance, on parle souvent, souvent, souvent de l'aspect de la rémunération. Puis souvent, on parle de l'aspect de la rémunération à la valeur plutôt qu'à l'heure. Parle-nous un peu de cet aspect-là. Pour toi, c'est quoi, comment toi tu charges?
pour moi, il y a pas de réponse, il n'y a pas de vérité vraie. Encore une fois, c'est comme dans tous les aspects de l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est propre à chacun. Puis il n'y a pas vraiment de règles à suivre. Puis le format qui est le meilleur, c'est le tien, en fait, un peu, j'ai l'impression. Mais enfin, c'est celui que tu décides pour toi, là, parce que t'as personne d'autre qui peut savoir pour toi ce qui va marcher. Moi, je travaille au package, donc je suis pas à l'heure. Néanmoins, il y a sur certaines offres, tu sais, notamment quand on me contacte pour le branding d'entreprise, etc., etc. Alors moi j'ai un package qui existe, mais parfois c'est plus pertinent d'y aller à l'heure parce que tu sais, je sais que ça va me prendre, tu sais, ou au TJM, enfin ou au jour, à la journée. Donc dans certains cas, c'est mieux de bosser à la journée. Dans certains cas, c'est mieux de bosser au package. Je privilégie quand même le package toujours, parce qu'au moins c'est clair. Dedans, il y a des choses. Sur des offres que je connais très bien, il n'y a aucun problème. Tu sais, genre sur mes coachings LinkedIn, sur mes formations, sur les accompagnements globaux que je fais, bah ça, c'est au package, parce que je les connais tellement bien que je sais exactement le scope. Je sais que ça va me prendre entre tel nombre d'heures et tel nombre d'heures, tu vois. Sur des offres que je connais un peu moins, où il y a beaucoup plus de flight risk. Il y a certaines offres où il y a beaucoup plus d'éléments externes qui peuvent jouer et influer sur le travail. Tu sais, par exemple, sur les images, les identités graphiques. Si finalement l'identité que le graphique me propose, ça va pas, bah, je sais que tu te rajoutes 3 à 4 heures d'échange d'aller-retour. Et moi, j'aime bien aller aussi voir. Moi, je travaille. Il est local, mon partenaire. Hein, donc, tu sais, j'aime bien aller le voir et regarder avec lui. Puis, et tout ça, c'est énormément de temps, tu vois. Et ça, c'est des variables qui sont difficiles à intégrer dans un package, à moins de faire un fois 20, enfin, plus 25-30% sur le prix que tu devrais donner normalement, tu vois. Fait que parfois, le package, c'est pas forcément toujours non plus le format le plus adapté pour aucun des deux parties, tu vois, j'ai l'impression. C'était très intéressant, mon cher Max, de te recevoir. Vraiment, que ça te faut. Là, moi, j'aime le fait que tu aimes mettre le pied dans le vide. T'as pas peur de faire la prochaine step. C'est vraiment cool. Tu as commencé il n'y a pas si longtemps. Là, ça fait, ça, ta carrière est longue. Même si c'était juste 34 ans, t'as porté plusieurs chapeaux, passé dans plusieurs entreprises, mais là, ça fait pas si longtemps que ça. Tu es freelance comme avec ce que tu fais présentement. Puis c'est vraiment cool de voir comme moi, je te vois croître rapidement. Fait que c'est cool. Tu me sens d'être un solid businessman. What's next for you? Comment qu'on te rejoint? Où est-ce qu'on te rejoint si on veut faire affaire avec toi? Où est-ce qu'on te contacte? Sur LinkedIn. Tout passe par LinkedIn à peu près chez moi. Donc LinkedIn, tu te connectes avec moi et puis tu as un lien Calendly, tu as un lien pour prendre les rendez-vous, tu m'écris un message, whatever. C'est comme ça que je prends à 90% de mes clients, donc sur LinkedIn. Et puis ouais, c'est ça, what's next for me? Bah écoute, là, je vais remettre le pied un peu je vais me remettre un peu plus sérieusement aux affaires, là, après 5 mois de laisser aller volontaire et calculé, mais toujours est-il que j'ai quand même un peu mis de côté mes affaires. Donc là, je vais reconstruire tout doucement. Je vais recommencer à poster beaucoup plus régulièrement des contenus orientés expertise aussi, que je fais presque plus en ce moment. Et c'est là que je transforme. Et enfin, c'est bizarre parce qu'encore une fois, c'est les contenus qui font le moins de likes, mais c'est aussi ceux qui me donnent le plus de clients. Donc, je vais recommencer à poster beaucoup plus de contenu marketing avec des études de cas, des choses comme ça. Et je pense que je vais aussi me lancer sur d'autres réseaux sociaux. Je suis un procrastinateur, alors c'est long, mais il faut que je le fasse absolument. Ouais, TikTok. Là, j'ai une grosse quinzaine de scripts vidéo que j'ai préparés et j'ai plus qu'à les filmer. Mais encore une fois, c'est du temps, beaucoup de temps. Surtout que je suis pas hyper à l'aise en montage vidéo et compagnie, tu vois. Donc, je vais devoir me lancer sur ça. J'ai l'idée d'un podcast, j'ai déjà les thématiques, j'ai déjà enfin j'ai plein de choses comme ça sur le feu. Faut que j'avance, et faut que je m'y mette et il faut que je prenne du temps pour ça et que je mette un peu mon bébé de côté, même si je serais dans une pièce juste à côté, mais tu vois, faut que j'arrive un petit peu à m'en défaire. Mais ouais. Le temps, la ressource la plus importante. Bref, Max Laramie Ouais. sur LinkedIn, guys. Merci Ouais. vraiment beaucoup d'avoir participé au podcast. Max, c'était un délice de t'avoir. Ça prend du tout. Ouais, bah merci à toi, c'était hyper cool, merci d'avoir pensé à moi. C'était un plaisir de parler avec vous deux. Hello, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si vous avez aimé le podcast, on vous invite à aller laisser un petit avis ou vous abonner sur Spotify ou Apple Podcasts pour nous aider à le faire connaître. On se voit la semaine prochaine pour une autre belle conversation avec un nouvel invité. À bientôt!